Avec les putschs au Niger, au Gabon cet été, votre politique néocoloniale et impérialiste en Afrique a connu l'un des plus grands revers. La faute à une politique pilotée pour nos intérêts économiques de l'uranium au pétrole. De même, ce même fait colonial qui est dénoncé dans nos outre-mer, qui vivent la persistance de cette mentalité dans des territoires exploités uniquement pour leurs ressources naturelles sans égard pour la souffrance des populations, au risque d'une explosion sociale que vous ne saurez pas voir venir. Au Sahel, vous avez demandé aux militaires de faire de l'humanitaire. Aux humanitaires, vous leur avez demandé de faire de la politique. Aux diplomates, vous leur avez demandé de n'être que la caisse de résonance de l'Élysée et donc des multinationales françaises. Et quand vous prétendez défendre la démocratie, les peuples vous répondent en dénonçant et en rejetant les tricheurs. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Les peuples africains sont anti-politique française. Ils veulent accéder à leur deuxième indépendance, celle de la souveraineté économique et financière. Nous devrions les écouter. Nous devrions fermer les bases militaires en Afrique et en finir avec le franc CFA. Et que dire du franc Pacifique? Au lieu de cela, vous continuez à exiger des sanctions internationales qui étouffent les peuples et renforcent l'image d'une politique française aveugle aux besoins des peuples. Vous avez même exigé la fin de la coopération culturelle avec tous les artistes maliens, burkinabés et nigériens et bloqué l'obtention des visas pour les étudiants ressortissants de ces États. En appliquant ces injustes sanctions collectives, vous vous en prenez aux puissants vecteurs de paix que sont les coopérations culturelles et intellectuelles. Madame Colonna et Monsieur Vigier, quand l'arrogance néocoloniale va-t-elle quitter nos politiques publiques? Macron n'écoute ni les voix de la jeunesse africaine ni celles de son propre peuple. Et cela lui porte préjudice. Dans cette vidéo, je voudrais que l'on revienne sur les propos suivants de Macron. J'ai eu cet après-midi le président Bazoum, parce que la seule autorité légitime du Niger, c'est le président Bazoum qui a été élu par son peuple. Et qui est détenu. Et qui aujourd'hui est détenu en otage et est l'objet de ce coup d'État, parce qu'il menait Quelles des réformes sont ces réformes courageuses auxquelles Macron fait continuellement allusion? Et parce qu'il y a, au fond, des règlements de compte largement ethniques et beaucoup de lâcheté politique. Je l'ai dit au président Bazoum. Avez-vous noté cette partie des propos de Macron lorsqu'il a été interrogé par rapport au rappel de son ambassadeur et au départ des soldats français du Niger? Outre sa rhétorique ethnique, qui ne cesse de répéter à tort, il ajoute la lâcheté politique. Il considère qu'il y a beaucoup de lâcheté politique au Niger, ce qui serait, selon lui, une raison du coup d'État contre Bazoum. Serait-il en train de traiter son ami Bazoum de lâche ou ce sont les autres hommes politiques que Macron traite ainsi? Nous y revenons dans un instant et nous verrons à qui, parmi Macron, Bazoum et les autres hommes politiques du Niger, l'insulte, lâcheté politique, correspondrait au mieux. Déjà, encore une fois, je trouve vraiment dommage, le fait que Macron joue sur les sensibilités ethniques et je ne sais pas ce qu'il recherche au juste. C'est quoi la vraie cause du coup d'État au Niger? Ce qui est certain, cela n'a rien à voir avec une question de minorité ethnique comme l'évoque souvent Emmanuel Macron et ses amis, qui se comportent en attiseurs de tensions et de divisions ethniques. C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu, venant d'une ethnie minoritaire. Et Bazoum et Issoufou sont des Arabes. Là, ce ne sont pas des Arabes, ce sont des Africains. Donc il y a ce sujet qu'on connaît très très mal. C'est vraiment pitoyable. Une analyse d'une telle bassesse est indigne d'un chef d'État et d'un journaliste sérieux. Macron, en jouant comme ça une espèce de caractère bravache, de petit mec en fait, de petit caïd de banlieue minus, c'est ça en fait. Hein. C'est un petit raisonnement misérable, minable. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'approfondir la crise, de la porter au paroxysme, de créer des haines cuites et recuites. C'est vraiment ça qu'il veut. La minorité arabe à laquelle appartient le président Mohamed Bazoum n'a guère été stigmatisée. Tout le monde sait, tout de même dans quelles circonstances, s'est fait le renversement de Bazoum. On sait bien qu'il s'agit d'abord et essentiellement d'une affaire interne entre l'ancien président et lui-même. Une révolution de palais probablement. Est-ce à cela que Macron fait allusion en parlant de lâcheté? Que le 27 juillet, donc il y avait un conseil des ministres qui était prévu, et ce conseil des ministres, il devait se pencher sur la création de cette nouvelle société baptisée Pétroniger. Alors c'est quoi Pétroniger? C'est une société qui devait s'occuper en gros de l'exportation des nouveaux produits pétroliers du Niger. Il y a des chiffres qui sont donnés, il y a eu des auditeurs externes qui ont travaillé sur la Sonidep, qui estiment que la fraude coûtait environ 50 à 70 millions
de dollars par an à l'État du Niger. Donc, ce qui est assez énorme pour le budget nigérien. Donc, effectivement, tout ça, on s'est rendu compte que la SONIDEP était effectivement, en tout cas, c'est ce qui nous a été dit, une caisse noire utilisée depuis 10 ans par le PNDS pour alimenter un certain nombre, pour alimenter en fait le système de corruption, ayons pas peur de le dire, qui va alimenter notamment les rangs de l'armée. Donc c'est en fait cette SONIDEP qui était essentielle pour le parti au pouvoir. Et quand Mohamed Bazoum arrive au pouvoir, lui, il se rend compte, il a ses chiffres, il a notamment les auditeurs du FMI qui l'alertent sur cette question-là. Et donc il va vouloir un petit peu changer les choses. Donc neutraliser la SONIDEP en créant Pétroniger, voilà une décision qui avait tout pour déplaire au général Tiani qui a pris le pouvoir. Ainsi, vous venez de le dire, qu'au propre fils de Mamadou Issoufou, l'ancien président, qui a d'ailleurs mis du temps à afficher sa solidarité envers son dauphin renversé, Mohamed Bazoum. Ceci explique cela, selon vous? Sani Issoufou, donc le ministre du pétrole, s'est longtemps opposé à Pétroniger. Ensuite, il a essayé d'en modifier les statuts et donc d'arranger un petit peu les choses pour garder le contrôle sur cette nouvelle société. Ça n'a pas fonctionné. Bazoum est passé en force et ça a effectivement beaucoup déplu au clan Issoufou, à cette frange finalement du parti au pouvoir qui restait davantage fidèle à l'ancien président qu'au nouveau président. Est-ce que c'est cela qui a vraiment déclenché le coup d'État ? On n'a pas la preuve d'un coup de fil entre Mahamadou Issoufou, évidemment, et le général Tiani, mais on sait que le général Tiani et l'armée dans son ensemble étaient sans doute alimentés par cette SONIDEP, par cette caisse noire. C'est vrai que les propos de Macron s'inscrivent dans une tentative de réfuter les accusations d'échec de la France au Sahel en accusant les autochtones, mais, au fond, n'a-t-il pas raison lorsqu'il parle de lâcheté ? Je crois qu'il a raison à ce niveau, sauf qu'il devrait se compter lui-même dans le groupe des lâches politiquement. Tu en penses quoi? Je vous rappelle quelques propos de Bazoum et de Macron et vous pourrez juger vous-même qui serait le plus lâche des deux sur le plan politique. En premier point, c'est surtout l'attitude des deux dans le cas du Tchad qui m'interpelle. On se rappelle bien dans quel contexte le fils de Déby s'est installé à la présidence du Tchad et comment Emmanuel Macron est allé lui-même l'introniser. Quand ce Mahama Idriss Déby a fait tuer une centaine de manifestants qui s'opposaient à son intention de s'éterniser au pouvoir, la communauté internationale s'est contentée de simples condamnations de forme. Écoutons ce que disait Bazoum à propos du coup d'État au Tchad. Le pays était agressé de l'extérieur, on le sait, et n'étant pas sûr de la cohésion de l'armée, de l'état de son moral, de ses capacités à faire face à cette situation, si c'est la Constitution dans sa lettre qui devait être appliquée, il y avait des risques que ce pays, qui constitue un pôle de stabilité dans notre zone, bascule aussi dans l'instabilité. Même si nous devrions considérer qu'il s'est agi d'un coup d'État, la raison commande que nous fassions le pari que, à la faveur de cette transition pour laquelle nous avons exprimé notre point de vue et demandé de faire les choses conformément à un certain nombre d'objectifs qui nous ont été promis et sur lesquels nous sommes en train de marcher, qu'on envisage donc une transition qui permette un dialogue et qui fasse en sorte que le Tchad ait peut-être un nouveau départ. C'est le pari que nous avons fait pour la stabilité de notre région. Nous aurions pu être très à l'aise pour dire que c'est un coup d'État, nous le condamnons, et après, qui va faire face aux colonnes de rebelles? Et si elles venaient jusqu'à N'Djamena et qu'il y a une guerre civile, quels vont en être les résultats? Qui va appliquer la Constitution en ce moment? Quelle est la modalité de l'application de la Constitution? C'est autant de questions complexes que nous nous sommes posées et qui ont présidé à notre décision de dire on fait le pari avec les militaires et c'est le travail de suivi que fait l'Union africaine aujourd'hui. Ce même Bazoum qui est renversé après, demande une intervention militaire contre son propre pays. Comment peut-on qualifier ce comportement, si ce n'est de la lâcheté? Et Macron, que dit-il par rapport au Niger? Nous le savons tous et nous en connaissons la suite. Je veux dire ici avec beaucoup de clarté que la France condamne absolument, avec la plus grande fermeté, ce coup d'État militaire contre un dirigeant démocratiquement élu, courageux, et qui fait pour son pays les réformes et les investissements dont il a besoin, et que nous accompagnons comme nous avons accompagné son prédécesseur depuis le début. Ce coup d'État est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger et pour toute la région. Aujourd'hui, nous savons pour qui ce coup d'État est dangereux. Celui qui va le regretter à vie.
Celui qui a vu ses intérêts totalement détruits. Celui que Macron a oublié de mentionner dans son discours. C'est pourquoi nous appelons à la libération du président Bazoum, à la restauration de l'ordre constitutionnel, et nous soutenons les organisations régionales, en particulier la CEDEAO, dans les décisions qu'elle aura à prendre, ou de médiation, ou de condamnation et de sanctions à l'égard des putschistes s'ils venaient à progresser et finaliser leur projet. Nous sommes aux côtés des dirigeants régionaux pour faire, là aussi, défendre la démocratie, l'expression libre des peuples et lutter contre toute manipulation. C'est ça qui a alimenté aujourd'hui le sentiment que la CEDEAO est instrumentalisée. Vous verrez sur les réseaux sociaux et dans les opinions publiques africaines, les gens dire que la CEDEAO instruit tel chef d'État qui est le relais de Paris et pour que la CEDEAO endosse les positions de Paris. À mon avis, il aurait été plus utile pour la CEDEAO et même pour le président Bazoum que la France défend, de se mettre un peu en retrait et de miser sur la médiation de la CEDEAO, de dire que la France apportera, quoi qu'il arrive, son soutien ferme et indéfectible à la solution régionale. Mais le fait de se mettre en avant et de donner le sentiment d'un certain leadership de la solution est contre-productif et alimente aujourd'hui la popularité même de personnes qu'on prétend combattre. Outre ce qui vient de précéder, s'ajoutent d'autres sorties de Bazoum qui laissent à désirer. Le contexte de la colonisation et les politiques menées par un certain nombre d'États, dont la France, au lendemain des indépendances, ce contexte il est totalement dépassé, où les matières premières étaient un grand enjeu, où les puissances, justement comme la France, avaient besoin de contrôler les matières premières et faire des affaires sur la base des règles qui ne sont pas convenables. Ça, c'est dépassé aujourd'hui. La France n'a pas des intérêts particuliers au Niger. Les entreprises françaises n'existent pratiquement pas au Niger. On va nous parler de l'uranium. Oui, ce que je veux qu'on sache, c'est 2000 tonnes d'uranium, d'uranate par an. Ce n'est absolument rien. La France s'approvisionne au Kazakhstan, elle s'approvisionne au Canada. Elle peut se passer de l'uranium du Niger. Nous avons plus besoin que Orano reste au Niger, plus que Orano n'a intérêt à y rester, tout simplement. Vos alliés les plus engagés à vos côtés au Niger, c'est les États-Unis et la France. La France notamment a une présence militaire qui s'articule autour de Niamey et au-delà, avec la participation à l'opération Al-Mahou. Est-ce que c'est pas parfois perçu comme un risque aux yeux de l'opinion d'apparaître comme trop dépendant de la France? Est-ce que l'opinion nigérienne comprend? Mais les Nigériens qui m'ont élu et qui me font confiance jusqu'à preuve du contraire, ils attendent de moi d'abord que je leur assure la sécurité. C'est la première des choses qu'on me demande. Les gens des villages qui sont victimes de terrorisme ne savent pas qu'il y a des Français ici au Niger, ou des Américains, ou des Russes. Ça peu leur importe de savoir qui c'est. Quelle bassesse dans la réflexion de ce Bazoum. C'est celui que Macron qualifie de courageux et d'un président qui fait de bonnes réformes pour son peuple? Un président qui ne minimise les sentiments de sa population qui est totalement déterminée à mettre fin à l'ingérence extérieure et à l'exploitation injuste de leurs ressources? Je crois que des attitudes de lâcheté du président Macron dans cette crise du Niger se sont manifestées à plusieurs reprises et ce n'est pas nécessaire d'y revenir. Pour précision, qualifier quelqu'un de lâche politiquement suggère qu'il ou elle n'est pas disposé à faire preuve de leadership, d'honnêteté ou de fermeté dans le contexte politique, ce qui peut entraîner des critiques quant à son intégrité ou sa compétence en tant que responsable politique. En politique, comme dans la vie courante, le coût de la lâcheté est plus élevé que celui du courage. Voici 10 conseils pour éviter d'être perçu comme lâche et pour renforcer votre détermination. 1. Affirmez-vous, exprimez vos opinions de manière claire et respectueuse. Ne craignez pas de défendre vos convictions, mais soyez ouverts aux idées des autres et humbles pour les prendre en considération. 2. Prenez des décisions, ne redoutez pas de prendre des décisions, même si elles sont difficiles. Évaluez soigneusement les options disponibles, mais ne tardez pas à agir lorsque c'est nécessaire. 3. Assumez vos responsabilités, soyez responsable de vos actions. Si vous faites une erreur, reconnaissez-la et apprenez-en. Évitez de blâmer les autres sans raison valable. 4. Soyez transparent,
Cultivez la transparence dans vos relations. Communiquez ouvertement et honnêtement, en évitant la dissimulation. 5. Apprenez à dire non, ne craignez pas de dire non lorsque c'est nécessaire. Définissez vos limites et respectez-les, même si cela signifie refuser certaines demandes. 6. Faites preuve de résilience, face aux défis et aux échecs, montrez de la résilience. Apprenez à rebondir, à tirer des leçons de vos expériences et à vous adapter. 7. Soyez fidèle à vos valeurs, identifiez vos valeurs fondamentales et demeurez fidèle à celles-ci. Cela vous aidera à prendre des décisions alignées avec ce qui est important pour vous. 8. Évitez la procrastination, tentez de résister à la procrastination. En agissant de manière proactive, vous démontrez votre engagement envers vos responsabilités. 9. Cultivez la confiance en soi, travaillez sur votre estime de soi et cultivez la confiance en vos capacités. Une personne confiante est généralement perçue comme moins susceptible d'adopter des comportements hésitants. 10. Écoutez et apprenez, soyez ouvert à apprendre des autres. L'écoute active et la recherche de nouvelles perspectives peuvent renforcer votre compréhension et votre adaptabilité. Se rappeler que la non-lâcheté ne signifie pas être agressif ou insensible. Il s'agit plutôt d'être résolu, authentique et respectueux dans la manière dont vous interagissez avec les autres et comment vous abordez les défis de la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de l'aimer et de me donner ton avis en commentaire. À très bientôt. Dieu te garde.